Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ces mercredis. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, en train de regarder cette émission axée sur le décryptage des grandes questions d'actualité. Nous allons aborder aujourd'hui trois principaux sujets. Le premier, c'est la marche des Lessidés, parti cher à Martin Fayoulou Madidi, qui sera dans les rues de Kinshasa ce samedi 29 juillet pour exiger la tenue des élections crédibles, mais aussi dans le délai. Comme vous le savez, Martin Fayoulou s'était retiré du processus électoral pour, bien évidemment, poser ses revendications. Et nous attendons voir ce qui va se passer le samedi 29 juillet à Kinshasa. La marche partira donc du quartier 3 Sina à partir de 8 heures du matin. L'actualité, c'est aussi la fermeture des bureaux de réception et des traitements des candidatures. La CENI annonce avoir enregistré 20 000 candidats. C'est son président, Denis Kadima, qui l'a dit hier dans une radio de La Place. Plus 5 000 candidats de plus par rapport à 2018, a fait savoir le président de la CENI. Quelles sont les chances qu'on accorde à ces 20 000 candidats qui doivent batailler pour arracher 500 postes seulement? On en parle au cours de cette émission. Les Jeux de la francophonie démarrent ce 28 juillet. Quelles sont les mesures prises? Quelles sont les dispositions qui sont arrêtées pour permettre le bon déroulement de ces Jeux? Quelle est l'opportunité même pour le Congo d'organiser ces jeux, ces 9e jeux de la francophonie? On va essayer de réfléchir également autour de cette question. Puis on va essayer de survoler aussi l'autopsie du corps de Chérubin Okende ce matin. Sa famille, mais aussi ses avocats ont alerté certains journalistes pour faire savoir que la justice a exigé qu'on puisse passer à l'autopsie. C'est même mercredi. Est-ce que l'autopsie a eu lieu? On a essayé de découper les informations, de recouper les informations. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore la certitude totale sur le déroulement de cette autopsie. J'y reçois sur ces plateaux, maître Jonathan Mbele, même si sur cet avocat, il n'est pas reçu comme, sur ces plateaux, pardon, on ne les reçoit pas comme avocat, mais plutôt comme analyste politique. Il est aussi président du parti politique Pour l'amour du Congo. Bienvenue, Jonathan Mbele. Bien, merci de l'invitation, cher Hervé. Permettez-moi de saluer toute la grande équipe technique grâce aux efforts duquel nous allons bien évidemment parvenir dans le ménage de plusieurs Congolais. Je m'en vais également saluer tous les compatriotes congolais qui nous suivent, qui nous suivront par des rediffusions à travers les réseaux sociaux. Merci à vous de l'opportunité, bien évidemment, que vous témoignez à notre modeste personne pour venir analyser au République. Nous sommes là pour les besoins de la nation et nous allons réfléchir et opiner seulement pour les besoins de la nation. Comment allez-vous? Personnellement, la santé dérange un peu. Je suis occupé et j'ai quelques allergies du point de vue sanitaire, mais ça va, ça va. Et la nation ne va pas bien parce que vous conviendrez avec moi que Bunagana, depuis une année, est sous occupation. Le Rutshuru, les compatriotes congolais n'ont pas été enrôlés. Et Komouti également, ils n'ont pas été enrôlés. Massissi également, ils n'ont pas été enrôlés. La vie sociale devient de plus en plus alarmante. La sécurité pose d'énormes problèmes tant sur la ville de Kinshasa qu'à travers la République. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les dignitaires de la République sont gracieusement payés. Et cette injustice grandissante nous pousse à bien évidemment nous questionner sur la volonté mise en place par le citoyen Antoine de gérer la nation. Est-ce qu'il a la volonté de gérer la nation ou il a la volonté de la détruire? Donc, au vu de ces éléments, nous pensons que non seulement il n'a pas été préparé pour gérer la nation, mais il n'a pas la volonté ou il n'a pas des tacts de gestion pour lesquels un chef ou un gouvernant devait agir. Merci à vous. Très bien. Rapidement, on va commenter l'assassinat de Chérubin Okende. Son corps a été retrouvé depuis le jeudi 13 juillet, un corps qui a été criblé des balles. Et après avoir été acheminé à la morgue, nous attendons jusqu'à ce jour les enquêtes qui doivent commencer pour nous éclairer sur ce qui a été à l'origine de cet assassinat. Mais ce matin, on a été surpris par sa famille, mais aussi ses avocats qui ont alerté sur la
sur une tentative de la part de la justice de passer à l'autopsie sans que la MONUSCO, les médecins légistes indépendants, les experts qui devraient venir de tous ces pays sollicités, selon le communiqué du gouvernement, puissent arriver au pays. Comment vous analysez cette question? Les experts ne sont pas encore arrivés. Certains estiment même qu'ils n'ont pas encore été saisis. Et la justice veut passer déjà à la vitesse supérieure. Déjà, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est le 13e jour depuis que l'on a découvert le corps sans vie de l'honorable Chéribien Okende, ancien ministre d'État au transport. Et à 13 jours de sa disparition, la justice ne nous donne pas des signaux clés sur les responsabilités et probablement des commanditaires de cet assassinat odieux que nous qualifions d'acte intimidatrice à l'endroit de la classe de l'opposition et de la résistance. Et à 13 jours, si et seulement si la gouvernance elle est sérieuse, nous devons avoir des indices prémonitoires de responsabilité sur cet assassinat odieux. Mais il s'avère que l'élan de l'appareil judiciaire de mon pays, qui ne fait plus foi, parce que lui-même, qui est censé mettre en place de politiques publiques pour aller vers un développement escompté de cet appareil judiciaire, reconnaît et il est dit même avec joie que la justice n'a pas bien fonctionné. Donc aujourd'hui, voir la dénonciation faite par les avocats de la famille de l'honorable Okende, c'est simplement pour traduire la volonté de faire précipitamment les choses. Parce que dans des États sérieux, les corps appartiennent aux familles. Donc c'est la famille de l'honorable qui devait être devant et l'appareil judiciaire après. Donc aujourd'hui, si on doit nécessairement faire l'autopsie, c'est sur aval, pour ne pas dire sur participation de la famille. Mais la famille a posé des conditions et des préalables. Il faille que ceux qui diligentent cette enquête puissent tenir compte de ces préalables-là, notamment la question de l'enquête mixte avec de l'intervention plutôt des organes ou de personnes indépendantes qui bien évidemment faciliteront l'acceptation de rapports de ces enquêtes. Et premier élément. Deuxième élément, on ne peut pas notifier le même jour une opération qui se fera au même jour parce qu'aujourd'hui, nous savons que la famille Okende est en deuil et sa femme est par terre, ils sont en train de pleurer. Vous ne pouvez pas notifier le matin pour dire que nous voulons vous voir venir pour l'autopsie. Non, et ça serait judicieux, peut-être souhaitable que l'on les informe 48 heures ou même 72 heures avant pour le voir s'immobiliser et prendre des dispositions utiles pour participer à cette autopsie. Parce que les corps qu'on va examiner, bien évidemment, c'est le corps d'une personnalité publique, mais c'est aussi le corps d'un père de famille, c'est le corps d'un membre d'une famille. Et comme membre d'une famille, sa famille doit de manière absolue être d'accord et être présent à l'organisation de l'autopsie. Pourquoi nous demandons cela? Parce que l'autopsie aura pour conséquence de révéler la vérité, d'établir la véracité de faits. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter que lorsque l'on va vers l'établissement de la véracité, lorsqu'on va vers l'établissement de la vérité, que l'on sente des réticences d'une part et d'autre. Parce que le fait pour la famille de ne pas être d'accord que l'on puisse le faire aujourd'hui, ça sent la réticence. Et la réticence dans pareille occasion peut occasionner la réserve, pour ne pas dire le boycott de résultats de ces rapports-là. Voilà pourquoi nous pensons que l'appareil judiciaire de notre pays devait vraiment avoir cette même longueur d'onde avec la famille, pour ne pas dire devait travailler en symbiose pour faciliter le dénouement de cette enquête et surtout l'acceptation de rapports par la famille d'abord et puis la classe politique. Mais pourquoi la justice cherche à aller assez vite en besogne, sachant que le gouvernement avait souhaité qu'on puisse associer dans cette affaire les experts qui devaient venir de plusieurs pays? Et du côté du gouvernement aussi, il s'observe une lenteur. Déjà là encore, c'est un autre problème. L'État congolais est championne en décision, mais dans les factuels, ils sont presque médiocres, ils sont perdants.
C'est à la suite de la réunion du Conseil de ministres qu'il avait été décidé de faire appel à ces experts belges et sud-africains. Mais moi, je pose la question, je ne sais pas si le Patrick qui a en charge la responsabilité d'être porte-parole du gouvernement peut nous donner de réponse sur cette question-là. Depuis que l'État congolais avait décidé, est-ce qu'une commission avait été mise en place pour savoir que l'arrivée de ces experts-là s'effectuera à tel temps, chacun aura telle responsabilité et le déroulement des enquêtes durera tel moment. C'est en fait ça le début même de la volonté consciente du gouvernement de faire preuve de ces soucis, de ces soucis-là, plutôt de ces soucis plutôt, de faire éclater la vérité. Mais lorsque l'on dit simplement que nous voulons que les experts viennent sans que dans les faits actuels, l'on pose des jalons qui peuvent bien évidemment nous conduire à l'acceptation, c'est encore notre problème. Donc moi, je pose la question de cette commission-là avec les experts, a-t-elle déjà été mise en place? Si oui, qui en est le président et qui en est les rapporteurs? Ils vont travailler pendant quelle durée? C'est en fait là toute la problématique qui gangrène la question des enquêtes de la disparition d'Honorable Okende. Très bien, on va cette fois-ci parler de la marche de l'ECD qui est prévue pour ce samedi 29 juillet. Martin Fayoulou et ses militants seront dans les rues de Kinshasa pour exiger la tenue des élections crédibles. Comment vous trouvez la démarche de Martin Fayoulou aujourd'hui? Il a décidé de se retirer du processus électoral, mais en même temps, il continue de revendiquer encore des élections crédibles. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de sa part? Une démarche totalement noble, pacifiste et vraiment qui traduit la volonté d'un leader politique qui veut voir la nation aller de l'avant. Tous nous l'avons dit et nous l'avons déploré pendant plus de 3 cycles électoraux qu'a connu notre pays, les revendications ne cessent de tomber. Nous voulons de manière à ce que, pour ce 4e cycle électoral, que nous retenons des leçons de nos erreurs, que nous puissions, nous, éviter de commettre les mêmes erreurs qui, aujourd'hui, endorment le pays, nous freinent dans l'élan de développement. Donc, ce que moi je peux faire ici comme compatriote congolais, cadre de la plateforme politique Lamuka, soutenir cette activité du samedi et appeler à la mobilisation générale et collective de tous les Congolais. Partout où vous allez être, et samedi à 8h, retrouvons-nous au quartier 3. Nous allons aller juste vers le terrain où, je crois, de Ndjili, où un meeting va être donné. Pourquoi nous devons nous manifester? Parce que la Constitution nous le garantit. Et au vu du déroulement du processus actuel, les gages de sécurité pour des élections apaisées et démocratiques ne sont pas émises, ne sont pas données, tant par les acteurs politiques et même par ceux qui gèrent de manière totalement cavalière la centrale. Voilà pourquoi nous pensons qu'au vu de revendications qui sont nobles, nous avons un fichier électoral tronqué et corrompu. Nous avons le processus qui est déjà chaotique de par même les actes prémonitoires qui sont donnés, avec des cartes d'électeurs données telles que nous les connaissons. Donc nous pensons que les samedis, les compatriotes congolais peuvent répondre massivement présents à l'appel du président Martin pour qu'ensemble nous puissions hausser la voix, pour qu'ensemble nous puissions faire voir à la gouvernance actuelle qu'il est temps de rectifier, il est temps de revenir à la raison. Parce que les élections, c'est un peu comme une femme qui a l'habitude d'accoucher. Une femme qui accouche pour une première fois, on l'accompagne à l'hôpital. Une femme qui accouche pour une deuxième fois, on l'accompagne. Pour la troisième fois, elle prend l'habitude. Elle peut bien évidemment savoir que ces douleurs ici sont les contractions. J'ai anticipé pour aller à l'hôpital. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'au vu de notre 4e cycle électoral, que nous puissions toujours revenir sur le même tard, sur le même mou. Les mêmes mous qui nous gangrènent depuis bientôt plus de 20 ans. La question de la légitimité. Voilà pourquoi au travers de cette activité, nous allons demander au peuple de bien évidemment se battre pour que sa légitimité ne puisse pas être volée. Vous avez manifesté pour exiger la restructuration du bureau de la CENI. Rien n'avait changé. Vous avez manifesté plusieurs fois pour exiger des élections crédibles. Jusqu'à présent, le processus continue encore son chemin. Et cette fois-ci, vous appelez à une manifestation pour exiger ou réclamer des élections crédibles. Ne comprenez-vous pas que vous êtes en train de faire de la routine? Déjà, il faut dire que comme compatriotes congolais,
Et comme membre de la résistance, ce n'est pas parce que après votre activité, la gouvernance des tyrans décide de faire sourde oreille que vous devez abandonner. Parce que nous l'avons vu, la réforme de la retraite, par exemple, en France, le gouvernement s'est entêté, mais ils ont fini par fléchir. Donc nous pensons qu'il est judicieux de demeurer dans la lutte. Il est judicieux de continuer à revendiquer ses droits pour qu'au finish, nous puissions voir la gouvernance fléchir. Parce que la réalité, c'est laquelle. Aujourd'hui, il est vrai qu'ils font la sourde oreille pour ne pas croire que le processus est biaisé. Mais dans le fond, ils savent que ce processus est biaisé. Comment on peut être sérieux avec des gens qu'on a formés, des gens qu'on a recrutés sur base de X critères, mais que ces gens-là organisent de manière délibérée l'enrôlement des mineurs. Et vous acceptez pour dire que nous avons constaté qu'il y a eu un enrôlement des mineurs et que nous l'avons élagué. Donc en réalité, vous avez mis des kamikazes pour que ces derniers enrôlent les mineurs. C'est déjà là un problème, c'est le problème de l'honnêteté. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous bomber la poitrine pour dire que le fait que la province de la Mongala est désormais baptisée province de la Mongola dans notre carte d'électeur, ce sont des erreurs matérielles. Non, à ce niveau-là, les erreurs matérielles ne sont pas admises. On ne pouvait pas accepter que quelqu'un puisse s'enrôler, mais que l'on ne puisse pas retrouver son adresse, par exemple. Là encore, ce n'est pas des erreurs matérielles, plutôt ce sont des erreurs des débutants. Voilà pourquoi nous pensons qu'au vu de ces multiples irrégularités, ce processus ne fait pas objet à sérénité pour tout le monde, parce que la question de l'audit du fichier demeure. L'audit du fichier, c'est parmi nos us et coutumes au vu de réalité de notre pays. Nous avons décidé que nous puissions régulièrement, après une opération d'enrôlement, que nous puissions auditer les fichiers, voir qu'est-ce qui est fait de manière concrète et bien, et qu'est-ce qui n'est pas fait de manière concrète toujours, mais de mal, pour voir comment les élaguer et tabler sur les vrais. Mais au vu de cette activité orchestrée par la CENI, par les 5 mousquetaires, nous pensons qu'il n'y a pas fiabilité. Parce que ces gens qui ont bien évidemment audité les fichiers n'ont pas été en mesure de les catégoriser, les degrés de responsabilité, pour dire, voilà, nous avons déniché autant d'enrôlés mineurs, autant d'enrôlés sans empreinte, autant d'enrôlés sans nom, et au vu de ça, nous avons fait telle activité. C'est un rapport bâclé où on vous dit, ensemble, c'est 3000 mineurs enrôlés. Mais dites-nous, de vos 5, qui a audité quelle province? Et lui, là-bas, dans sa province, il a trouvé combien de mineurs, combien d'enrôlés sans poste et nom, combien d'enrôlés sans identité. C'est au vu de cette transparence-là que nous allons bien évidemment nous accepter d'aller vers ces processus. Mais lorsqu'on va encore plus loin, on vous dit, nous allons bien évidemment vous donner des duplicata pour ce dont les cartes posent problème. Mais là encore, on questionne les conditions émises pour délivrer un duplicata. Il faudrait qu'il y ait perte de la carte. Mais les gens ne perdent pas des cartes, c'est plutôt les écriteaux qui partent. Donc, lorsque les écriteaux partent, au vu de ce qu'ils nous ont dit à l'entame, que les QR codes pourraient être identifiés par la CENI et identifier la personne, en réalité, on devait nous laisser avec ça pour identifier les QR codes. Mais si on doit donner les duplicata, c'est pour dire qu'aucune de ces données-là n'est vraisemblablement stockée dans cette base de données qui est inexistante d'après moi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est vrai que nous avons, depuis l'arrivée du citoyen, organisé plusieurs activités dont nous ne sommes même pas prêts à abandonner, en dépit du fait que la sourde oreille demeure, mais nous comprenons simplement que ceux qui font la sourde oreille, ce sont ceux-là qui pensent ne jamais avoir de ressources intellectuelles à même de répondre à nos différentes préoccupations. Kalima vous a reçu, vous avez posé vos conditions, vous avez posé vos revendications, il vous a répondu aussi. On va publier les différentes listes des électeurs, mais pour l'audit externe du fichier électoral, ce n'est plus possible. Alors, après votre énième marche qui aura lieu ce samedi, qu'est-ce qui va changer? Déjà, il faut dire que lorsqu'il a décidé de nous recevoir, nous avons cru que le monsieur pouvait avoir vraisemblablement réfléchi et revenir à la raison.
Voilà pourquoi on l'a accordé le bénéfice du doute. Nous sommes allés vers lui, on a échangé en dépit du fait que ça a été organisé de la manière dont nous connaissons. Il nous a reçus en dehors de son lieu de travail, il nous a reçus presque dans un restaurant, s'il faut le dire comme ça. Et pourtant, la CENI a des salles, notamment la salle Abbé Apollinaire Malou Malou. Et aussi, son bureau pouvait également faire office de cadre. Mais ensuite, nous lui avons fait des suggestions, nous lui avons fait des recommandations, mais malheureusement, il n'a pas tenu compte. Notamment la question de la publication de la liste des enrôlés bureau par bureau. Il a décidé comme ça de manière vraiment totalitaire de ne pas les publier devant le bureau d'enrôlement, mais plutôt devant leur site internet. Mais nous nous posons la question, déjà ce site-là a été mis à jour depuis quand? Et si elle a été mise à jour, est-ce que M. Nanga Junior sait qu'au fin fond du pays, la problématique de la connectivité pose problème? La connexion Internet, c'est un vrai casse-tête pour lequel plusieurs Congolais luttent en province. Et s'il faut imposer la question de la consultation via Internet à une personne de troisième âge, notamment une personne de 80-85 ans, il se posera un sérieux problème. Donc, s'il n'a rien à cacher, nous souhaitons qu'il puisse afficher bureau par bureau. Mais s'il décide d'afficher sur Internet, nous constatons qu'il a vraisemblablement des choses à cacher. Ensuite, nous lui avons posé la problématique de provinces non enrôlées. Aujourd'hui, si ces provinces-là arrivent à se faire enrôler et que le taux d'enrôlement est suffisamment élevé que ceux obtenus en 2018, ces provinces-là auront le droit d'avoir des sièges supplémentaires. Mais avec déjà la loi de répartition des sièges qu'ils ont eu à faire voter de manière cavalière, avec beaucoup de brutalité, ces provinces-là ne bénéficieront pas de leur taux élevé de sièges parce que simplement, M. Nanga Junior l'aurait voulu. Voilà pourquoi nous pensons qu'au vu de toutes ces réalités qui sont constatables et palpables, nous pensons que ces messieurs nous amènent vers un processus chaotique. Mais ce processus-là, nous ne sommes pas prêts à les laisser l'amener seuls. Voilà pourquoi nous avons dit, et c'est d'ailleurs le président qui l'a annoncé pour l'engagement citoyen pour le développement, qu'ils ont décidé de suspendre de manière momentanée les dépôts de leur candidature. Donc, si M. Nanga Junior décidait de revenir à la raison, l'engagement citoyen pourra peut-être revenir aussi sur sa décision. Est-ce que ce n'est pas une bataille déjà perdue? Vous décidez de suspendre votre participation au processus électoral. Entre-temps, il y a un calendrier électoral qui est en marche. On a bouclé ou on a fermé les bureaux de réception et de traitement des candidatures. L'ECID n'a pas aligné ses candidats. Si aujourd'hui décider aussi de revenir dans la bataille électorale, comment va-t-il s'y prendre comme parti politique? Déjà, il faut dire qu'on n'a pas clôturé. On n'a pas clôturé parce qu'en venant vers votre émission, j'ai fait deux bureaux. J'ai vu ceux de la Lukunga et puis ceux de la Funa. J'ai remarqué qu'il y avait des partis politiques à l'intérieur, il y avait des mandataires qui déposaient. Donc, dire aujourd'hui qu'ils ont clôturé, c'est l'argument à dormir debout. La CENI avait accordé 4 jours, je crois, pour 4 jours aux partis politiques pour faire les réajustements des différentes listes qu'ils ont envoyées. Ça, c'est encore un autre problème, c'est encore un autre souci des gouvernants, parce que on ne peut pas aller de prorogation à prorogation. On peut plutôt aller de date ultime à date ultime. Donc nous pensons, nous, qu'en réalité, ce n'est qu'une suspension des façades. Une suspension qui n'engage que celui qui la prononce. C'est une fermeture et non une suspension. Bon, moi, je n'aimerais pas parler de fermeture parce que lorsqu'on ferme, on ne retrouve plus personne. Mais lorsqu'on sait retrouver les gens dans le bureau, on peut parler d'une suspension. Donc, ça peut passer. Mais une fermeture, je ne crois pas parce que les bureaux sont toujours ouverts. Donc, on n'a rien fermé. Les bureaux sont ouverts et les gens y entrent et sortent comme bon leur semble. Donc, je pense qu'en réalité, aujourd'hui, le citoyen Antoine devait comprendre avec son délégué à la centrale que la volonté commune d'une population doit être la leitmotiv du gouvernant. Si le peuple veut d'un fichier fiable, il faut le leur donner pour garantir la fiabilité et la sérénité du processus. Le comité laïque de coordination préconise la tenue d'une table ronde pour essayer d'élaguer toutes les zones d'ombre qui planent encore sur le processus électoral. Du côté de l'opposition qui a refusé ou qui a décidé de suspendre sa participation au processus électoral, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, il faut dire que le message du comité laïque de coordination vient
renforcer. C'est pourquoi nous avons organisé plusieurs marches. Dans leur communiqué, ils font allusion à la vie chère, qui est un fait vrai pour lequel nous avons, nous, marché ici. Ils font allusion à l'insécurité qui bat son plan à travers la République, qui est encore un fait vrai pour lequel nous militons et nous avons organisé plusieurs marches pour ça. Ils ont encore élevé le processus électoral chaotique. C'est encore vrai parce que nous avons manifesté, nous avons plusieurs fois échangé là-dessus. Mais pour la question de la tenue de ce dialogue-là, j'aimerais vraiment que l'on soit précis et beaucoup plus souple. Parce qu'actuellement, l'incapacité de la gouvernance actuelle leur pousse à tenter par tous les voies possiblement atteignables d'inviter tout le monde à de pourparler. Mais nous pensons... Ce n'est pas le pouvoir qui est à l'origine de cette idée. C'est le CLC. J'arrive. Les CLC constatent ce que nous avons déjà constaté. Et nous avons même préconisé des issues ou des voies et moyens pour lesquels nous pouvons trouver des solutions. Mais si en son temps, la gouvernance actuelle n'a pas écouté, que maintenant ils peuvent écouter, nous serons ravis de revenir faire nos propositions. Mais si c'est un dialogue qui aboutira, bien évidemment, à cette répartition déséquilibrée du pouvoir, nous pensons, nous, moi personnellement pour les cadres de mon parti, les PAC, pour l'amour du Congo, nous sommes ni demandeurs ni invités de ces assises. Mais si c'est pour donner des pistes de solutions qui nous amènera vers de meilleures élections, qui nous amènera vers une vie sociale améliorée, qui nous mènera vers la sécurité, tant du territoire national que de la ville de Kinshasa, nous pensons que c'est une opportunité où nous devons nous donner de nos intelligences pour l'avancement du pays. Mais si c'est un dialogue au format tel que nous l'avons plusieurs fois vécu au Congo, où à la veille des élections, il faut faire des dialogues pour que l'esprit du CLC. Pour que les gens se répartissent à moins les que postes. vous, acteurs politiques, non, je l'ai dit ici dans décider autrement. Je salue l'idée, je salue la motivation, mais j'aimerais que ces dialogues-là puissent être de manière beaucoup plus explicite les dialogues de contribution pour l'avancement du pays et pas un dialogue qui nous amènera vers la répartition de postes et de responsabilités. Ça, je suis contre et je désapprouve. Mais si les CLC pensent que c'est dans le format d'aider la nation à évoluer, nous sommes d'accord et très disposés. Est-ce qu'il est possible en RDC d'organiser une table ronde pour ne parler que des réformes, sans toutefois évoquer le partage du pouvoir? C'est très possible parce qu'à l'époque, vous rappeler que lorsque le président a sorti les plans de sortie des crises, c'était exactement pour ça, pour nous permettre de faire des réformes. De quel président parlez-vous? Le président Martin Fayoul m'a dit, bien sûr, c'est le seul président que les Congolais ont élu en 2018, c'est le président de la République. Il s'est proposé lui-même comme coordonnateur de ces plans de sortie des crises. Voilà, où il voulait créer une autre institution. Vous imaginez quelqu'un apporte la solution à un problème. Ça veut dire qu'il est le concepteur de cette solution-là. Oui, voilà. Maintenant, s'il faille le donner à quelqu'un qui n'a ni été dans la conception, ni dans la planification de ces programmes, pensez qu'il va bien les gérer. Nous disons non. C'était souhaitable. Nous avons vraiment vu ici des cas légion épatants pour lesquels de non-possesseurs de vision n'ont pas su gérer la continuité. L'exemple épatant, c'est Boukan Alonso. Lorsque Matata était là, nous avons mangé du maïs. Mais Matata parti, c'est un problème. Ils n'ont pas su gérer. Et c'est maintenant un champ de cannabis. Donc, vous allez comprendre. Matata lui-même dit qu'il ne connaît rien de ces projets. Non. Les fonds alloués à ces projets n'ont jamais été gérés par lui. Non. Comment pouvez-vous associer encore Matata à cette histoire? J'arrive. Lorsqu'on parle de fonds alloués et de la conception, il faut déjà faire une démarcation. Il était Premier ministre à l'époque. Le projet, c'était le projet du gouvernement. Mais bien évidemment, il y avait un ministre de l'Industrie à l'époque, il y avait un ministre des Finances et on gérait les circuits de décaissement. Mais lorsque le gouvernement conçoit, ça veut dire que le gouvernement sait ce qu'il veut dans cette conception-là. C'est le cas actuellement, par exemple, de leur projet monstre, sans tête nu queue, des 145 territoires. Ils ont conçu, mais ils ne sont même pas en mesure de l'appliquer sur le terrain. Je poserai une question, quelles sont les actions posées
posée par les 145 territoires dans la ville de Kinshasa, personne ne sera en mesure de donner la réponse à cette question. Donc vous comprenez qu'en réalité, lorsque quelqu'un conçoit un projet, il faille qu'il soit là pour s'assurer de son exécution de manière régulière et même de son application. C'est le cas de notre projet de sortie des crises. Lorsque nous l'avons mis sur table, c'est parce que nous voulions en son temps-là que ces projets-là puissent être suivis par ceux qui l'ont conçu pour le bonheur de notre En population. conclusion, Martin Fayoulou était déjà partant pour une table ronde. Une Où il table serait ronde lui-même aussi de réforme. bénéficiaire d'un poste. Non, de réforme. Il faut toujours préciser parce qu'une communication Attendez à un moitié peu. n'est pas une communication. Question directe, Jonathan. Ouais. Plan de sortie des crises. On crée une institution qu'on a appelée, je crois, au Conseil des réformes, je pense. Martin Fayoulou, coordonnateur ou superviseur de ces projets. Ces projets allaient vivre sur base de quel financement? Déjà, il faut dire que lorsqu'on crée cet Ou organe-là, son institution. j'arrive. Lorsqu'on crée cet organisme-là, il faut le doter des instruments juridiques. Ça veut dire que soit c'est un décret délibéré en Conseil des ministres qui va la créer ou une ordonnance. Mais si c'est un décret, ce décret-là doit dire les champs d'activité et les moyens de financement de cet organisme. Si c'est une ordonnance également, il doit les dire. Et qu'est-ce que Martin Fayoulou dit lui-même en rapport avec ces projets ou cet organe? Mais déjà, c'est ce que je vous dis tantôt. La réalité, c'est que... Sur l'aspect financier, qu'est-ce qu'il en pense? C'est que apparemment, vous ne voulez Non, pas... allez-y, Voilà. allez-y. Lorsque l'on crée, je le répète encore, il faille le doter des instruments juridiques. Et ces instruments juridiques-là auront la mission de déterminer les sièges de cette institution-là, les rangs de ses animateurs, les objectifs poursuivis et même les canaux de financement de cette institution. Mais maintenant qu'on n'a même pas créé cette institution-là, comment devons-nous débattre de ces canaux de financement, de la qualité ou le rang de ses animateurs et même de son siège? Donc on risque de débattre sur un vide. L'institution n'est pas créée, mais elle est déjà conçue. Non, je ne vois pas Martin Fayoulou concevoir une institution ou un organe sans toutefois définir clairement la manière dont cet organe va vivre. Vous le connaissez peut-être mieux que moi. C'est un homme nanti en intelligence. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il poursuit. Donc, à vous de comprendre que lorsqu'il a conçu, il a prévu ce mécanisme-là. Mais cet organe-là ne devait pas vivre parce que lui l'a conçu. C'est parce que la nation devait avoir de réformes. Mais pour que la nation ait de réformes, il faudrait légaliser cette institution-là. Et c'était là la grande problématique. Voilà pourquoi l'Union sacrée, ensemble avec la gouvernance actuelle, n'ont pas admis à ce que cet organe puisse vivre. Et c'est là conduit à ces forcings au niveau de la CENI avec des réformes inadaptées et non consensuelles qui aujourd'hui nous conduit petit à petit vers une crise. Très bien. On continue de parler du processus électoral. La CENI, via son président, Denis Kadima, a fait savoir qu'elle a enregistré plus de 20 000 candidatures. Comparativement à 2018, c'est 5 000 candidatures de plus, parce qu'en 2018, selon Denis Kadima, on avait 15 000 candidats et cette fois, on en a 20 000. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire au Congo que la politique? Comment 20 000 personnes vont batailler pour 500 sièges? Mais déjà, il faut dire que la volonté d'aider la nation à aller de l'avant, c'est quelque chose de soutenable. Lorsque quelqu'un dit que j'ai des idées à apporter pour la République, il faut les soutenir. Mais le format condamné, c'est que la nation congolaise n'a pas retenu les leçons de ses erreurs du passé. Ça, c'est une vérité absolue. Il faudrait que nous l'admettons. Aujourd'hui, le phénomène famille et candidat revient, où le père est candidat, maman est premier suppléant, fils aîné est deuxième suppléant. Et le père ira au sénatorial où il va négocier un poste ministériel et la famille qui va régner. Et c'est là le mou ou les tares qui gangrènent depuis bientôt plus de 20 ans nos gouvernants plutôt, parce que aujourd'hui, si on doit avoir 20 000 personnes comme candidats, on est sûr d'avoir... Pour 500 sièges. On est sûr d'avoir 13 000 familles au gouvernement. Et celles 7 000 peut-être qui peuvent venir en étant conscients et sérieux. Les restes viennent parce que mon oncle m'a dit qu'il va me proclamer. Papa, à coup sûr, il va gagner au village et il va être ministre. Moi, je vais hériter. C'est ça le mal. Voilà pourquoi nous devons nous travailler de manière à ce que le peuple puisse se retrouver. Parce que lorsqu'un peuple se retrouve,
notamment par les financements de PME ou par l'amélioration de la vie des fonctionnaires de l'État ou de la fonction publique, vous n'allez pas voir tout le monde être candidat. Parce que lorsqu'un fonctionnaire est mieux traité, il n'a rien à faire d'un mandat législatif. Il restera là-bas parce qu'il est bien traité. Mais lorsqu'il n'est pas bien traité, il ambitionne à aller là où il est bien traité. C'est là où il se retrouve mieux, donc au Parlement. Et pire encore, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'avec 20 000 candidats, c'est d'abord la conséquence de la loi électorale. La loi électorale qui vous a donné un seuil d'éligibilité de liste. Donc, il fallait faire du remplissage. Même, je peux faire rire. On a pris tout le monde, même des gens qui n'ont jamais été prétendants à une quelconque postulation, parce qu'il faut faire du remplissage et atteindre les seuils de Comment réception. ça? On les a pris. Comment pouvez-vous dire ça alors qu'à l'UDPS, il y a grincement des dents? Tous ces communicateurs qui nous rabattent les oreilles à longueur des journées pour déifier le pouvoir n'ont pas été retenus. Déjà, il faut dire que j'ai appris que dans l'Union sacrée, plusieurs formations politiques ont décidé de manière vraiment dictatoriale de ne pas retenir tous ces robots communicants bénévoles qu'ils sont, parce que ces jeunes gens-là ont travaillé de manière gratuite, mais pour postuler, on les a réservé cette fin de non-recevoir pour dire qu'ils n'avaient pas de niveau. Lorsque j'ai entendu ces discours, j'ai eu froid au dos. Je me suis posé mille et une questions parce que j'ai vu ces jeunes mouiller les maillots matin, midi et soir à la télé tout comme à la radio et même par les canaux des réseaux sociaux, défendant bec et ongle un pouvoir médiocratique. Mais aujourd'hui, parce qu'il faille aligner les copains et copines de la diaspora, ceux qui n'ont jamais vécu les réalités du Congo, les débiteurs de plusieurs créances en Europe, qui doivent à coup sûr avoir un mandat parlementaire pour avoir de quoi payer ces créances-là, on les aligne au détriment de ces jeunes gens. Mais c'est aussi parce que ces jeunes gens n'ont pas su se vendre cher. Ils se sont vendus au prix le plus bas qui puisse être. Parce que je ne connais pas une formation politique de l'Union sacrée qui soutient la communication de ces jeunes gens. Et ce sont des jeunes gens qui travaillent avec leurs maigres moyens, avec leur maigre énergie, pourvu que leur gouvernement ou leur gouvernance puisse avoir des gens qui les défendent. Mais la crainte ou la désolation, c'est qu'aujourd'hui, si ces jeunes ne sont pas bons pour être parlementaires, je me pose la question, ils sont bons pour quoi? Ils sont bons simplement pour défendre les gens à la télé. Ils sont déjà administrateurs dans les entreprises publiques pour certains. Mais pour quel résultat? Parce que vous allez vous poser la question, depuis qu'ils sont là, combien sont à même de participer de manière active dans des réunions de conseil d'administration? Ce que nous entendons, c'est qu'ils sont là pour demander tout le temps des ordres d'émission pour voyage et bouffer. Certains ont même difficile à être un mois à Kinshasa, simplement parce que pour eux, l'essentiel, c'était de remplir un passeport avec des visas, faire le tourisme, pour bien évidemment payer les aérés et les dettes du passé qu'ils avaient. Mais dans la réalité aujourd'hui, moi je pensais que ces jeunes gens-là pouvaient être tous, ou pour ne pas dire même à 70% retenus comme candidats, compétir et qui pouvaient peut-être contribuer tant soit peu à l'avancement du pays. Mais si et seulement si déjà à ce niveau-là on ne sait pas les retenir, nous nous posons la question de leur apport. Est-ce que ces gens-là ont vraiment apporté pour leur camp au pouvoir ou ils n'ont simplement été que des bénévoles? Très bien. Je reviens sur le cas de l'opposition qui a décidé de suspendre sa participation au processus électoral. Mais déjà, il faut préciser que ce n'est pas toute la classe de l'opposition, parce que nos amis du LGD ont déposé, nos amis d'Envol ont déposé, nos amis d'Ensemble pour la République ont également déposé, et même ceux de Nouvel Élan. Donc il y a ceux-là de l'opposition. Alors pour être précis, les CID et le FCC ont suspendu. Les FCC d'ailleurs, c'est depuis longtemps qu'il a levé l'option de ne pas participer à ces processus. Les CID les a emboîté les pas. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la question que je pose souvent. Au mois de décembre, le 20 décembre, les jours des élections, si vos revendications ne sont toujours pas prises en compte.
Pour les cas du PAC, par exemple, parce que je ne peux pas m'arroger le droit de parler pour le compte de l'engagement citoyen pour le développement, parce que je ne suis pas membre, mais pour les cas, pour le compte du PAC, par exemple, si nos revendications ne sont pas prises en compte, nous allons, moi personnellement, essayer du PAC, battre campagne pour les candidats de l'opposition qui sont là, parce que nous pensons que c'est de l'opposition qui sont là ont des aptitudes en même de battre les citoyens Antoine. Je ne vois pas du point de vue gouvernance, du point de vue aptitude de gestion, les citoyens Antoine passer devant les candidats Matata Pogno. Je ne vois pas les citoyens Antoine passer devant les candidats Mouzitou. Je ne vois pas les candidats Antoine passer devant les candidats Sesanga. Je ne vois pas les candidats Antoine passer devant les candidats Katumbi, parce que tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont non seulement un CV riche, mais ont un répertoire de gouvernance beaucoup plus élogieux que lui. Très bien. On continue de parler toujours élection. Jonathan Gbele, est-ce que ça ne sera pas contradictoire de votre part de battre campagne pour des candidats qui ont accepté d'aller compétitionner dans une élection ou dans un processus électoral boycotté par vous parce que vous estimez que ce n'est pas crédible et fiable? Ça ne peut pas être contradictoire parce que déjà nous l'avons dit et nous le redisons encore. Nous ne boycotterons jamais le processus parce que le processus c'est notre enfant. La preuve c'est que le président Martin s'était fait enrôler en dépit du fait que certaines personnes de l'opposition l'ont boycotté. C'est déjà ça la première de problématique qu'il faut poser. La seconde, c'est que en voulant aller vers les élections, nous avons posé de préalables. Si nos préalables sont rencontrés, nous donnerons le privilège de compétir. Mais aussi, il faut dire que c'est pas l'ensemble de la classe politique qui est contre. Il y a ceux-là qui sont pour. Mais ceux qui sont pour ont mis en place également des techniques pour bloquer la fraude. Et cela se manifeste par les contrôles en présentiel. Voilà pourquoi les partis que j'ai cités ici ont dû à candidater. Mais il s'avère également que comme compatriote congolais, je préfère encore voir ces gens-là aller aux élections, bloquer les citoyens Antoine s'ils le peuvent, que rester sans rien faire. Bien évidemment, à l'extérieur, je vais actionner l'article 64 alinéa premier, mais ceux qui sont à l'intérieur aussi peuvent utiliser le mécanisme qu'ils auront choisi à l'intérieur pour bien évidemment contrôler le processus. Donc je pense que les jours à venir vont être très décisifs pour l'évolution de ce processus et que la nation finira par gagner parce que nous pensons que dans les camps de l'Union sacrée, je ne vois pas en tout cas des candidats sérieux, des candidats valables qui peuvent être utiles à la nation tant dans le pouvoir législatif que le pouvoir exécutif. Êtes-vous sérieux? Je suis très sérieux dans mes dires parce que ceux qui sont là déjà aujourd'hui, leur bilan parlementaire souffre des réalisations. Ceux qui sont là aujourd'hui dans l'exécutif, leur bilan de gestion souffre des réalisations palpables. Et je pense qu'il est temps de déclarer les out pour ces gens-là et installer ceux qui viendront pour bien évidemment donner un ouf de soulagement à un peuple qui est longtemps meurtri et soumis à l'insouciance de ses gouvernants. Comment comptez-vous vivre les 5 prochaines années, vous qui avez refusé de participer aux élections? Nous allons mieux vivre. Le calendrier est en cours, je ne vois pas la CENI revenir encore pour nous allons mieux commencer vivre. Avec l'enrôlement. Nous allons mieux vivre et notre voix s'entendra partout. Retenez la date, retenez la mission. Nous allons mieux vivre et nous allons faire entendre notre voix partout. C'est le peu de réponses que je puisse vous donner à ces jours. Retenez ça et prenez ça pour dit. Parce que le peuple, qui est le lion tranquille, qui est le souverain primaire, a retenu de leçons de ses erreurs. Tous ces vieux qui n'ont rien produit comme bilan parlementaire auront difficile à se frayer un chemin pour ces législatives. Le peuple a retenu la leçon, en dépit du fait que les nominations vont se faire, ils vont déclarer, ils vont proclamer le leur, mais nous ne sommes pas prêts à nous laisser faire. Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous sommes en Au-delà politique. de l'article 64. Nous sommes en politique. Je suis à la télé
Et la prudence d'un homme d'État, d'un homme politique m'oblige à ne pas dévoiler tous mes techniques ici. Je pense que les jours à venir, les compatriotes congolais suivront au travers de nos différents appels ce que nous allons faire. Déjà que c'est samedi, nous allons tous être derrière l'engagement citoyen pour le développement, pour cette marche et ces meetings populaires. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours qui viennent à un rétropédalage de Martin Fayoulou? Dire par exemple, bon, je n'ai pas aligné les candidats aux législatives, mais je vais quand même me présenter comme candidat président. Déjà, il faut dire que c'est parmi les hommes le plus constant et cohérent que je connaisse. Je ne le vois pas organiser un rétropédalage sans pourtant passer par ce que lui-même a posé comme fondamentaux. Donc aujourd'hui, nous examinons avec beaucoup plus de froideur les questions. Mon parti politique, par exemple le PAC, nous sommes dans des réunions en réunion pour réfléchir sur ce que sera l'avenir ou le lendemain de notre vie après ces élections, notre vie politique bien sûr. Donc nous pensons que les décisions qui découleront de nos résolutions dans les jours à venir seront à l'avantage et à l'assentiment de notre population. Très bien, on va terminer l'émission pour parler cette fois-ci 9e jeu de la francophonie. Le décor est déjà planté pour accueillir ces jeux. Entre-temps, vous, de l'opposition, vous comptez manifester le 29 juillet, soit au lendemain du lancement de ces 9e jeux de la francophonie. Ne risquez-vous pas de perturber le bon déroulement de ces jeux qui accueillent toutes ces délégations venues de partout à travers le monde? Déjà, il faut dire que nous avons choisi une date qui vient après le lancement. Là, c'est déjà un fait. Et deuxièmement, le site choisi n'a jamais été retenu comme site de jeux de la francophonie, les quartiers 3. C'est encore un autre élément. Mais ensuite, nous ne pouvons pas sacrifier l'intérêt vital d'une nation au profit des blagues, au profit des jeux. C'est déjà ça un problème. Là où les gens vont rire à vous couper les souffles, nous allons marcher pour l'intérêt d'une nation. Le choix est clair. La population va être avec nous parce que nous devrons marcher pour leur intérêt. Mais ensuite, devons-nous sacrifier l'intérêt d'une nation pour une organisation amateur, pour une organisation incompétente? C'est ça la grande problématique. Qu'est-ce que vous appelez organisation amateur? Voilà. L'OIF, parmi ses missions, il doit également asseoir la démocratie. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'est-ce que l'OIF a réussi à asseoir la démocratie au deuxième pays francophone du monde? J'ai dit non. Parce que jusqu'à présent, nous subissons les dictats de ces occidentaux, de ces belligérants. Parce que l'agression de notre pays est téléguidée de par ces belligérants. Là, c'est déjà un premier fait. Deuxièmement, et lorsque nous voyons l'organisation même, à 3 jours, les inondices inondent la ville. Est-ce qu'on peut dire que ces jeux sont organisés avec beaucoup de sérénité? J'ai dit non. Lorsqu'on voit à 3 jours de l'organisation des Jeux de la francophonie, le stade de Martyrs est encadré par des déchets et encadré par des herbes qui poussent de manière incontrôlée, c'est encore un autre problème. Lorsqu'à la veille de l'organisation des Jeux de la francophonie, un membre, notamment un Burkinabéen, vous dit que dans les installations de sa chambre, il n'y a pas d'eau. Le problème a été réglé. C'est encore un coup d'amateur. Ça a été réglé. Est-ce qu'il faille que ces expatriés qui sont des invités constatent simplement que nous n'avons pas d'eau pour que l'on puisse rétablir ou que l'on puisse mettre? C'est encore notre problème des gouvernants. Et je pense que ce sont des choses à éviter, des choses pour lesquelles nous devons tous conjuguer ces mêmes verbes-là pour dénoncer. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est lesquelles? Nous allons accepter l'organisation des Jeux de la francophonie pour lesquels nous pensons que les administratifs qui devaient auditer les fichiers ne pouvaient pas être fiables. Est-ce qu'on est sérieux là? Nous avons récusé l'audit. Non, nous avons récusé l'audit des fichiers par les administratifs de l'OIF. Mais nous avons accepté l'organisation du jeu de la francophonie en cofinancement avec l'OIF. Vous comprenez qu'il y a un problème parce que ceux qui gèrent actuellement ou celles qui gèrent actuellement l'OIF et de nationalité d'un des pays agresseurs du Congo, principalement le Rwanda. Pourquoi nous devons accepter que l'organisation qui est gérée par une Rwandaise cofinance et co-organise les jeux avec nous, mais nous refusons simplement que ces experts qui sont administratifs puissent auditer notre fichier. Vous comprenez que c'est un peu de l'amalgame, la confusion que la gouvernance actuelle entretient, pour lesquelles nous pensons
qu'il ne serait pas intéressant pour nous d'embrasser ou d'épouser ces jeux aussi parce que les jeux de la francophonie est également axé sur la promotion de la culture. Mais lorsqu'on va à la place Victoire, par exemple, où nous avons posé les plaques de nos différents artistes qui ont marqué de par leur temps au travers de leurs œuvres et surtout dans quel état. C'est encore notre problématique parce que le tourisme que nous allons vendre pourra conduire à l'arrivée sur place de ces artistes-là, notamment ceux qui souhaitent voir où on a posé la plaque de Papa Wemba, de Lutumba Simaro et peut-être de Mama Tchalamwana aussi. Pourquoi ne pas entretenir ces milieux-là? La ville vit dans la crasse, en dépit du fait que nous allons accueillir des visiteurs. Il y a toujours des trous partout. Et aussi, ces désaffectations de milieux jadis étudiantins qui font office aujourd'hui des hôtels et des auberges pour les athlètes. Vous comprenez qu'en réalité, nous allons transmettre cette image beaucoup plus irresponsable de l'État en lieu place de vendre cette image beaucoup plus responsable. Et pourquoi vous ne saluez pas les avantages qu'ont apporté ces 9e Jeux de la francophonie qui sont organisés à Kinshasa? Vous voyez aujourd'hui l'université de Kinshasa ou les hommes de l'université de Kinshasa ont revêtu leur plus belle tunique. Le terrain qui a été abandonné, la piscine qui a été abandonnée durant plusieurs années a été réhabilité et s'affiche aujourd'hui une très belle image. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi les bons côtés de ces jeux. Est-ce qu'aujourd'hui, pour réhabiliter, il fallait nécessairement qu'il y ait les jeux ou comme gouvernement sérieux, on pouvait prendre soin de ces infrastructures? En fait, Kinshasa, aujourd'hui, on les transforme à cette femme qu'on garde à la maison et pour lesquelles on achète du métrage, et on impose un make-up seulement pour les fêtes. Après les fêtes, on va enlever. C'est en fait ça le grand problème. La ville, en réalité, devait revêtir de sa plus belle robe de manière permanente et pour toujours. Et pas seulement pour les Jeux de la francophonie. Parce que les Jeux ne diront que 12 jours. Mais les infrastructures devront rester pour l'éternité, pour des générations en génération. Mais lorsque l'on voit les infrastructures telles qu'elles imposé là. J'enlève le site de l'université de Kinshasa, je vous prends le site Tata Raphaël avec le préfabriqué qui ont une durée de vie de maximum 30 ans. Après 30 ans plutôt, il faille les enlever pour en créer un autre. Alors que avec du ciment que nous avons ici, du sable que nous avons ici et même de l'argile, on pouvait construire des édifices en matériaux durables qui pourront rester de manière permanente et pour toujours. Le gouvernement a été pris par le temps. Le temps, c'est pratiquement faux de narguer ça parce que les Jeux devaient être organisés depuis 2019. Et quand la Covid est venue en 2020, on a eu ces reports et puis 2021. Ça veut dire qu'on a eu au maximum 4 ans. En 4 ans, on pouvait bien organiser ces Jeux sans créer beaucoup de casse avec des coûts des amateurs. Parce qu'en face de nous, les Congos en face, qui a organisé les Jeux africains, il n'a eu qu'une année et 8 mois pour les préparer. Donc si aujourd'hui, certains peuvent avoir une année et 8 mois pour créer des sites qui devraient accepter des activités, et nous avons eu 3 ans et nous ne sommes toujours pas à mesure, ça veut dire qu'en réalité, nous avons un souci de gouvernance. Les 9e Jeux de la francophonie vont démarrer ces 28. Entre-temps, ceux qui ont travaillé dans la première équipe, supervisée par Freddy Chiyoyo, exigent le paiement de leurs 20 mois d'arriérés de salaire. C'est encore un autre problème de gestion. Pourquoi on va aller faire travailler les gens de manière bénévole, un peu comme on l'a fait avec les communicateurs de l'Union sacrée, sans qu'ils puissent recevoir l'air dû? C'est en fait le propre du Congo. Les gens qui ont travaillé pour la riposte, ils ont réclamé ici, ils n'ont jamais touché des salaires. Et c'est maintenant les gens qui ont travaillé pour ces jeux. Nous constatons que ce sont des pratiques qui deviennent de plus en plus récurrentes. Elle est à condamner parce que les salaires ont un caractère alimentaire pour quelqu'un. Et la Bible même le dit, l'ouvrier mérite vraisemblablement son salaire. Donc il faille que ces gens reviennent à la raison pour payer ces travailleurs-là. Parce qu'ils ont donné de leur temps, de leur énergie, ils ont risqué. Si vous avez donné de l'argent aux musiciens qui vont chanter pendant 1 heure et répartir, donnez de l'argent à ceux qui feront en sorte que ces bâtiments, ou ceux qui ont fait en sorte que ces bâtiments puissent être érigés et que nous puissions le voir. Le gouvernement a décidé d'ignorer la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Elle ne sera pas à Kinshasa durant toute la période de ces 9e Jeux de la francophonie. Est-ce un signal fort que le gouvernement lance à la communauté internationale pour dire que nous en avons marre de l'agression rwandaise? La gouvernance n'a pas décidé d'ignorer. Ils nous ont simplement été incompétent et incapable. Comment incapable? J'ai lu la réaction de Madame Louise qui vous dit qu'il a été invité au mois même de l'organisation des Jeux pour
pourtant, les Jeux étaient censés être organisés depuis 2020. Donc, comme fonctionnaire international, son déplacement impose beaucoup de contraintes, notamment la question de la sécurité, la question de son équipe, la question de réservation des hôtels, des avions et tout. Donc, il faille le considérer pour la viser avant et il prendra des dispositions utiles, surtout que comme fonctionnaire international, elle a un agenda déjà préétabli. Donc, l'État congolais devait vous dire qu'elle a envoyé son invitation en retard et que la dame l'a boycotté, un peu comme ils l'ont fait également pour l'audit. Donc moi, je pense que c'est une bonne décision de sa part parce que le peuple congolais ne serait pas content de le recevoir ici, sachant que c'est son pays qui est à la base de l'agression de notre peuple. C'est son pays qui est à la base du pillage de nos ressources. C'est son pays qui est à la base des assassinats, des crimes odieux qui subissent depuis bientôt plus de 20 ans notre population. Jonathan Wele, grand merci pour votre disponibilité. L'honneur était nôtre de venir ici échanger avec vous, parler nation, parler république. En dépit de votre état de santé précaire. En dépit de mon état de santé qui dérange, je pense que ce ne sera pas la dernière. Nous serons là pour répondre à vos différentes questions. Très bien. Tout en encourageant tous ces hommes et femmes sans niveau qui n'ont pas été retenus de persévérer dans les travails bénévoles qu'ils font parce qu'en réalité, ils sont bons pour la communication et non pour être parlementaires. C'est pas moi, ce sont les informations. Il faut avoir aussi un niveau pour faire de la communication. Le niveau de crier bébé bas, c'est bon et tout le monde peut le faire. Mais le niveau réflexif pour produire et contrôler, ça, ils l'ont pas. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les informations politiques. Très bien. Fin de cette émission. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour votre très sympathique et réelle attention. Je vous retrouve demain jeudi pour un nouveau numéro des Perfect Actu. Au revoir.